La réforme du marché du travail, ou plutôt la réforme de l'assurance chômage que veut mettre en place Gabriel Attal, est probablement la plus dure que l'on ait vue depuis extrêmement longtemps en France. Une réforme très dure qui va toucher énormément les seniors, mais également les jeunes sur le marché du travail et ceux qui sont intermittents. Une réforme qui va être extrêmement dure, qui risque de mettre des gens de côté, mais qui est peut-être absolument nécessaire, d'une part pour les finances de l'État et d'autre part pour arriver enfin à détruire le chômage en France. Allons-y. Le 1er décembre marquera une nouvelle étape dans la transformation du système d'assurance chômage en France, suite à l'annonce faite par le gouvernement Macron. Après les réformes de 2019 et 2021, la dernière mesure annoncée le 26 mai par Gabriel Attal promet des changements significatifs pour les demandeurs d'emploi. Je ne sais pas si vous remarquez, je m'arrête déjà, je sais, mais le nombre de réformes de l'assurance chômage que l'on a en France. C'est à peu près, c'est comme les réformes des retraites, ça n'en finit pas. On a tout le temps des réformes. 2019, 2021 et maintenant 2024. On a une réforme tous les 2-3 ans dans ce pays. Au lieu d'avoir une bonne fois pour toutes une règle relativement simple, on met une réforme tous les 2-3 ans. Je trouve que c'est assez délirant, mais ça montre aussi qu'en fait, on n'arrive pas à régler le problème du chômage, notamment parce que le problème du chômage, il n'est pas lié, d'abord parce qu'à mon avis, il y a plusieurs objectifs et pas uniquement l'objectif de faire baisser le chômage, mais en plus parce que le chômage, il n'est pas lié directement à l'assurance chômage. Donc, vous pouvez faire toutes les réformes de l'assurance chômage que vous voulez. Si vous ne mettez pas les conditions qui permettent de faire fonctionner le marché de l'emploi en France, vous pourrez faire toutes les réformes que vous voudrez, ça ne changera rien, le chômage restera là. Bon, alors ça vous coûtera moins cher parce que vous ne paierez pas les chômeurs, mais malgré tout, ça ne changera rien à la réalité. À mon avis, c'est aussi pour ça qu'on fait des réformes tous les 2 ou 3 ans, c'est qu'en fait, on est infoutu de donner les conditions d'emploi suffisantes en France pour qu'on n'y ait pas besoin de faire tout le temps des réformes de l'assurance chômage. Cette réforme visant à durcir les conditions d'ouverture des droits et à réduire la durée d'indemnisation a été qualifiée par certains comme le pire durcissement jamais mis en œuvre. Et c'est vrai, je rejoins cette idée, c'est le pire durcissement jamais mis en œuvre en France. On n'a jamais été aussi loin. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Vous voyez, je ne rentre pas là-dedans tout de suite, mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on est obligé de reconnaître que c'est vraiment le pire durcissement que l'on a fait depuis très très longtemps sur l'assurance chômage. Bien que le gouvernement espère économiser 3,6 milliards d'euros et créer 90 000 emplois, ce sont les jeunes, les travailleurs précaires et les seniors qui risquent d'être les plus durement touchés. Là, il y a un chiffre déjà qui doit piquer. 3,6 milliards d'euros d'économies pour créer 90 000 emplois. Ça fait quand même 40 000 euros l'emploi. Ça fait quand même 40 000 euros l'emploi. C'est quand même relativement cher. Je ne sais pas quels sont les 90 000 emplois que l'on va créer, que l'on espère créer en économisant 3,6 milliards, mais ça fait quand même 40 000 euros. Donc c'est très, très cher l'emploi. Polo rouge sans lunettes. Oui, non, mais je ne mets pas de lunettes. J'aime pas porter mes lunettes. Les jeunes entrant, donc coup dur pour les jeunes et les précaires. Les jeunes entrant sur le marché du travail et ceux travaillant de manière intermittente, comme les saisonniers et les intérimaires, seront particulièrement affectés par la nouvelle réforme. À partir du 1er décembre, les conditions d'ouverture des droits d'indemnisation seront durcies. Il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers pour être indemnisé, contre 6 sur les 24 actuellement.
Et il faut noter qu'en 2019, c'était 4 mois sur les 28 derniers mois pour avoir les droits. Alors, 4 mois sur les 28 derniers mois, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi. Vous, je ne sais pas. Mais c'était un peu du foutage-gueule. Ça voulait dire, grosso modo, que sur plus de 2 ans, sur 2 ans et demi, il suffit que je bosse 4 mois pour avoir le droit à l'indemnité chômage. C'est vraiment pas assez et ça poussait, à mon avis, beaucoup, mais alors beaucoup, à profiter du système en bossant de manière saisonnière, enfin plus que saisonnière, parce que là, ce n'est pas le cas des saisonniers, mais vous voyez, de manière très intermittente pour aller jusqu'au bout de son petit contrat et pouvoir ainsi toucher l'assurance chômage. Donc, c'est sûr que quand on en était à 4 mois pour les 28 derniers mois, il y avait vraiment, une possibilité d'exagérer les choses et d'arnaquer le système. On est passé à 6 mois sur les 24 derniers mois. Donc, il faut avoir bossé 6 mois sur les 2 dernières années pour toucher le chômage. C'est ce qui est actuellement en cours. Donc là, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, et on va passer à 8 mois sur les 20 derniers mois. Ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, ça va baisser les indemnités chômage et ça va baisser le nombre de gens qui pourront prétendre avoir du chômage. Donc ça, automatiquement, c'est une mesure d'économie. Mais il faut voir que, en fait, ce que l'on voit des contrats de travail, et notamment des durées d'emploi, c'est que quand vous allongez, quand vous passez par exemple de 6 mois à 8 mois, vous allez voir automatiquement, tu gagnes plus à mendier qu'à bosser en France. Oui, c'est malheureusement un peu le cas, mais c'est malheureusement un peu le cas, mais c'est aussi lié à la différence entre le salaire brut, et, enfin super brut, et votre salaire net, qui est quand même pas du tout le même. Et voilà, mais ça, c'est sur les charges sociales. Bon, mais peu importe. Excusez-moi, je me laisse emporter sur des commentaires. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce que l'on constate, c'est que quand on passe de durée d'indemnisation de 6 mois à des durées, pas de durée d'indemnisation, pardon, la nécessité d'avoir 6 mois de travail pour obtenir le chômage à 8 mois de travail pour obtenir le chômage, et ben ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, du coup, les durées de contrat augmentent. Que ce soit de la part employeur ou de la part salarié, on s'aperçoit que la durée de contrat augmente dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que les gens attendent davantage avant de démissionner ou avant de faire des ruptures conventionnelles de contrat de travail pour avoir le droit à leur indemnité. Donc, ça montrerait qu'il y a une automaticité entre, enfin, une corrélation. Je ne sais pas comment le dire. Ça montrerait en partie que les chômeurs sont responsables du chômage. Voilà, c'est dit de manière extrêmement sèche, mais j'arrive pas à trouver les bons mots. Et évidemment, le chômeur n'est pas toujours responsable du chômage, il ne faut pas exagérer. Mais on voit qu'il y a une corrélation là-dedans, puisque on voit que quand on étend la durée du contrat, du nombre de mois à devoir travailler pour avoir le chômage, on augmente aussi la durée des contrats. Donc il y a vraiment des gens, je ne sais pas s'ils sont nombreux, ils sont suffisamment nombreux en tout cas pour que ça se voit dans les statistiques. Il y a des gens qui profitent de l'indemnisation chômage, notamment puisqu'ils essayent d'avoir pile le nombre de mois nécessaires pour derrière obtenir leur indemnisation chômage. Tu crois qu'ils veulent supprimer les ruptures conventionnelles? J'ai une histoire sur les ruptures conventionnelles. Vous savez que les ruptures conventionnelles, bon, ça a été mis en place par Nicolas Sarkozy, et l'idée, c'était que les salariés, les employeurs licenciaient les salariés et
généralement, quand vous avez licencié votre salarié, vous vous retrouviez au prud'homme. Et donc, la volonté pour tout et n'importe quoi, moi, vous savez, je me rappelle d'un prud'homme, une salariée qui m'avait envoyé au prud'homme. Et l'une des raisons qu'elle avait trouvées, c'était que je ne lui avais pas fait de formation sur comment quitter le bâtiment en cas d'incendie. Alors, il s'avère que cette jeune femme, juste devant son bureau, c'était une cadre quand même. Et juste devant son bureau, il y avait l'insigne lumineuse, vous savez, verte, sur comment quitter le bâtiment en cas d'incendie. Donc, il y avait vraiment le voyant lumineux était devant la porte de son bureau et la porte pour s'enfuir, pour sortir du bâtiment en cas d'incendie, était la porte la plus proche de son bureau. Donc vraiment, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de problème en cas d'incendie, c'était elle. Mais il n'empêche que comme j'avais licencié, eh bien, je me suis retrouvé au prud'homme sur vous ne m'avez pas fait de formation sur comment s'enfuir en cas d'incendie, comment réagir en cas d'incendie. Donc, je vous attaque au prud'homme. Donc, c'était quelque chose qu'on avait énormément. Et Sarkozy a donc créé les ruptures conventionnelles pour éviter ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il n'y a plus de démission. C'est-à-dire que tous les salariés ont compris qu'au lieu de démissionner, il valait mieux passer en rupture conventionnelle, ce qui vous donnait immédiatement droit au chômage. Alors que la démission, vous n'aviez pas le droit au chômage avant 6 mois. Donc, on a eu un détournement de la rupture conventionnelle par les salariés démissionnaires. Et on peut dire que là, on voit qu'il y a eu un problème lié au chômage, lié à un chômage, on peut dire presque volontaire. Et du coup, c'est vrai que la rupture conventionnelle, il n'est pas question de l'arrêter. Je pense qu'aucun gouvernement, pour répondre à la question qu'on me posait, je pense qu'aucun gouvernement ne veut retirer la rupture conventionnelle, mais c'est vrai que ça pose un problème du côté salarié. J'ai eu une rupture conventionnelle avec une prime de 800 € retirée de mon chômage par Pôle emploi à mon inscription. Donc, y a-t-il besoin de les supprimer? Oui, parce que oui, c'est vrai. Pôle emploi retire la prime que vous touchez de votre rupture conventionnelle de votre chômage. C'est beau. Mais bon, on va continuer. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la rupture conventionnelle, mais c'est pour vous dire qu'en fait, le comportement du chômeur est en partie responsable du chômage. Je dis en partie parce que c'est de moins en moins vrai. En partie, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut parfois, il fallait en tout cas, quand on n'avait que 4 mois à travailler sur 28, il fallait durcir ça, parce que à ce moment-là, il y avait une incitation à ne pas bosser. Et c'est de moins en moins vrai, malgré tout, puisque déjà les choses diminuent. Il y a des chômeurs professionnels, oui, il y a des chômeurs professionnels, et on en a tous entendu parler. Ce qui est horrible, c'est qu'en fait, les chômeurs qui n'y sont pour rien, c'est-à-dire ceux qui cherchent vraiment du boulot, vont être pénalisés par les chômeurs professionnels. Et c'est un véritable problème, et je pense que c'est dû notamment au fait que ce soit l'État qui s'occupe de ça. Et pour moi, c'est une très, très mauvaise chose. C'est-à-dire que vous avez un monopole, on peut dire, du chômage. Voilà. Il y a un monopole du chômage, de l'assurance chômage. Il y a un monopole qui, au début, était confié aux partenaires sociaux, ce qui est déjà une erreur. Si vous voulez que ça fonctionne, c'est une assurance. L'assurance chômage, c'est une assurance. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, déjà, il faut confier ça aux assureurs qui vont fixer des primes, qui vont fixer des contrôles, qui vont fixer des règles. Et derrière, les entreprises vont souscrire une assurance chômage pour leurs salariés. Et vous mettez des règles minimum de la part de l'État, l'Assemblée nationale qui fixe les règles minimum d'assurance chômage. Et à partir de là, les primes sont fixées par les assureurs et ça n'a rien à voir avec l'État. Là, à ce moment-là, vous créez un marché
entre guillemets, de l'assurance chômage et vous êtes à peu près sûr de trouver le bon rapport qualité-prix. Puisque AXA fera la concurrence à MAF, qui fera la concurrence à Groupama pour assurer les gens au prix le plus faible possible par rapport au risque pris. Le plus faible possible, tout simplement parce que si vous voulez avoir des clients, vous ne pouvez pas être le plus cher ou alors il faut offrir les meilleures conditions de chômage. Bon. Vous avez eu, au lieu de ça, on a décidé de prendre le paritarisme. À partir du moment où vous prenez le paritarisme, d'abord, vous créez des structures bien lourdes pour gérer les fonds, des chômeurs, parce que les syndicats font tout ce qu'ils peuvent, patronaux comme salariaux, font tout ce qu'ils peuvent pour mettre un maximum de leurs gens à l'administratif, ce qui permet d'avoir après des gens qui bossent soi-disant pour l'assurance chômage, mais qui bossent surtout pour le syndicat patronal ou le syndicat salarial. Donc voilà, vous alourdissez la structure. Et puis surtout, à partir du moment où vous en avez qu'un, vous ne pouvez pas vous permettre qu'il fasse faillite. Et si vous ne pouvez pas vous permettre qu'il fasse faillite, ça veut dire que derrière, l'État est obligé de combler. Et du coup, vous avez des partenaires sociaux qui se fichent totalement de l'équilibre du système et qui vont juste dire cette année, on est en gros déficit. État, s'il te plaît, fais-moi un chèque. Parce que de toute manière, si je disparais, c'est la révolution en France. Donc, tu n'as pas le choix. Vous voyez, s'il y avait AXA qui fait concurrence à la MAF, qui fait concurrence à Groupama, eh bien, à ce moment-là, si AXA fait faillite, eh ben, on n'a qu'à refiler les contrats à la MAF et à Groupama. Et c'est tout. Et c'est juste AXA qui fait faillite et on s'en fout. Alors que là, si vous avez le paritarisme, vous ne pouvez pas avoir de faillite parce qu'il n'y a personne pour reprendre. Et donc, l'État est obligé de payer. Le problème, c'est que comme l'État est obligé de payer, au bout d'un moment, il dit attendez, c'est bien beau, les gars, mais tous les ans, vous me dites que vous faites des déficits. Tous les ans, c'est une catastrophe. Tous les ans, je dois payer. Donc maintenant, je vais prendre la main. C'est moi qui vais décider. Parce que je ne peux pas non plus payer comme ça, être un payeur aveugle. Et on voit de plus en plus l'État qui prend la main sur le paritarisme. Et là, on peut dire que le paritarisme est mort, puisque là, c'est le Premier ministre qui vient et qui décide tout seul. Ce n'est pas un accord paritaire. Il décide. Moi, vous savez, quand j'étais plus jeune, c'était des accords paritaires. Et après, le Premier ministre décidait si oui ou non il contresignait l'accord paritaire. Mais là, il n'y a même pas d'accord paritaire. Là, c'est le Premier ministre qui dit, écoutez, ça va se passer comme ça, point barre. Donc, on a là maintenant l'État qui a totalement dégagé le paritarisme. C'est terminé. Il ne veut plus entendre parler de ces machins. Mais c'est lui qui paye, donc il décide de ce qu'il veut. Et bye bye le paritarisme. Encore une fois, le problème de départ ne vient pas du paritarisme. Le problème de départ vient du monopole. Si vous mettez l'assurance chômage possible à travers tous les assureurs de la place, eh bien, vous réglez le problème des faillites, puisque globalement, s'il y en a un qui fait faillite, vous n'en avez rien à foutre. Vous passez les contrats aux autres. Donc, c'est relativement simple. Rien sur l'emploi à vie des fonctionnaires, non, toujours rien. Mais ça date de Napoléon III, donc il ne faut pas s'étonner, ça va encore durer longtemps. Continuons. Donc, Bruno Coquet, qui est un spécialiste, lui, du chômage, chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, explique que cette réforme risque d'exclure de nombreux jeunes et saisonniers du système. Avec cette réforme, on va exclure les saisonniers, les jeunes qui travaillent l'été et ceux qui sont éloignés du monde du travail, affirme-t-il. En rendant l'accès à l'assurance chômage plus difficile, la réforme pourrait nuire aux jeunes en début de carrière qui dépendent de ces indemnités pour stabiliser leur situation professionnelle. Plutôt que de les aider à converger vers un emploi stable, ces restrictions pourraient, au contraire, les précariser davantage. Donc, il y a un risque de précarité des jeunes. Je ne sais pas si j'y crois énormément. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si tous mes enfants, mais beaucoup de mes enfants ont travaillé l'été. Ils ont fait des jobs d'été de quelques semaines ou de quelques mois pendant l'été à ramasser des fruits, à faire ce genre de boulot, à travailler dans des pâtisseries, etc. Bon. Leur but derrière, ce n'était pas de continuer ou de gagner de l'assurance chômage. Et j'aurais été très gêné qu'un de mes enfants, ayant travaillé 2 étés d'affilée,
demandent l'assurance chômage. Parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'ils aient un peu de sous pour pouvoir les dépenser pendant leur année. Pas qu'ils touchent une assurance chômage. C'était, excusez-moi, les jeunes qui travaillaient l'été et qui avaient le droit à l'assurance chômage parce qu'il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois, c'était un détournement de l'assurance chômage. L'assurance chômage, elle est là pour vous couvrir entre 2 jobs, pas pendant vos études. Elle est là pour vous couvrir entre 2 jobs. Donc, il y avait quand même un gros détournement lié à ça. Les saisonniers, c'est un cas particulier. Alors, oui, non, j'en parlerai juste après les saisonniers, il faut que j'y pense. Mais les saisonniers, c'est un cas particulier, mais en même temps, quelqu'un choisit d'être saisonnier, de faire les ramassages de pommes ou de faire maître nageur l'été et prof de ski l'hiver. Est-ce que c'est à la caissière de supermarché de payer ses indemnités entre le maître sauveteur l'été et skieur l'hiver? Je suis pas sûr que ce soit à la caissière de le faire. C'est-à-dire que le saisonnier, pendant l'entre-saison, il peut aussi faire de la mise en rayon ou bosser lui aussi comme caissier de supermarché. Donc même chose, vous voyez, sur ces cas-là, je ne suis pas pour les saisonniers donc et les jeunes qui travaillent l'été. Je suis désolé, mais ce n'est pas à la collectivité de les couvrir. C'est pas à la collectivité de couvrir les jeunes qui ne travaillent que l'été en attendant de retourner au lycée ou à l'université. Et c'est pas à la collectivité de couvrir les saisonniers. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se débrouillent pour travailler toute l'année. Donc ces 2 cas-là, moi je trouve que ce sont des abus. Alors dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez aussi que ce sont des abus. Moi, je trouve que c'est des abus du système. Et je ne vois pas pourquoi la caissière de supermarché, pourquoi le mec qui fait de la mise en rayon doivent payer des cotisations pour les saisonniers ou pour les étudiants qui bossent 1 mois pendant l'été. Donc, pour moi, ça, ce sont des abus du système et c'est bien de les sortir du système et qu'ils fassent autre chose. Un autre cas qui, lui, n'est pas concerné, je vous rassure, hein, lui n'est pas du tout concerné, c'est les intermittents du spectacle. Parce vous savez que notre gouvernement, il veut surtout pas se fâcher avec les acteurs, les professionnels du cinéma, etc. Parce que ces gens-là ont accès à tous les micros des journalistes et du coup, ils peuvent faire de la mauvaise publicité pour le gouvernement. Du coup, forcément, les intermittents du spectacle ne sont pas concernés. Ils vont continuer à pouvoir travailler 1 mois ou 2 dans l'année et vivre le reste à vos crochets. Ça, il n'y a pas de problème. Là aussi, moi, je trouve qu'il y a vraiment un abus. C'est-à-dire que si on doit créer une caisse pour les intermittents, très bien, mais que ce soit leur caisse et qu'ils ne viennent pas à laquelle ils cotiseront eux. Et il n'y a pas de raison que la caissière du supermarché ou le gars qui fait de la mise en rayon, puisque j'aime bien mes 2 exemples là, se décarcasse toute l'année pour que des intermittents du spectacle puissent continuer à vivre de leur passion. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison que vous, maître nageur l'été, moniteur de ski l'hiver, bref, métier, dragueur professionnel. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est des métiers passion, c'est très bien. Mais c'est pas aux autres de financer votre passion. Votre passion, si vous l'avez réellement, bah, c'est à vous de la financer. Vous voyez, moi quand j'étais très, très jeune, je disais, je vous parle toujours de moi, mais a priori, ça vous convient. Donc voilà, si ça vous saoule, vous me direz. Hein. Pour l'instant, ça a l'air de vous convenir. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre à haute dose. Je veux dire, quasiment des études de théâtre. Quoi. J'ai fait pas mal d'écoles de théâtre. Et parce que c'était ma passion, parce que j'adorais ça, parce que j'adorais faire du théâtre. Seulement voilà, ma logique a été de me dire, mais c'est pas à la société de financer ma passion, c'est ma passion à moi. Donc ma passion à moi, tant que je peux pas en vivre, eh ben, je me l'arrange dans un petit coin de ma poche, je verrai plus tard. Et en attendant, bah, j'ai fait assureur, puis j'ai fait inspecteur dans les assurances après, et puis j'ai monté ma boîte. Et une fois que j'ai vendu ma boîte et que j'avais un peu de sous, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant?
Et il s'avère que j'ai bossé avec une association sur qu'est-ce que j'allais faire dans l'avenir. Et c'est en regardant ça qu'on s'est dit, tiens, bah, vis ta passion, quoi. T'aimes bien le théâtre, t'aimes bien les trucs comme ça, t'as qu'à faire du YouTube. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Mais vous voyez, j'ai pas lancé ma passion après le bac, enfin juste après mes trucs de théâtre, parce que je ne voyais pas pourquoi la société devait payer et financer ma passion à moi. Ça me semble pas normal que la société finance ma passion à moi. Et donc, les intermittents du spectacle, on va continuer à les financer, mais je trouve ça complètement normal. Les saisonniers, je ne vois pas pourquoi la société aura financé leur passion. Et les étudiants qui bossent l'été, bon, bah, c'est très bien, mais j'ai pas à les financer le reste de l'année, quoi. Il y a un moment, faut aussi être raisonnable. Par contre, voilà, là, je boucle ma boucle. Il y a ceux qui sont éloignés du monde du travail. Et là, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que plus ça va en ce moment, plus on nous dit que le chômage baisse. Très bien. On va vous croire, monsieur le ministre, on va prendre votre exemple. Si le chômage baisse de plus en plus, reste au chômage des gens, et plus ça va aller, plus il restera au chômage que des gens qui sont éloignés du travail et qui ont du mal à trouver du travail parce qu'ils se sont éloignés, soit parce qu'ils n'ont aucune expérience professionnelle, soit parce qu'ils ont dépassé un certain âge, soit parce que ils ont des maladies ou ils ont des grands trous dans leur CV ou que sais-je, peu importe. Mais moi, je ne vais plus travailler, ça ne sert à rien, bah quand même. Mais si vous voulez, plus ça va aller, plus on va avoir des gens éloignés du travail. Si ces gens-là, vous restreignez les conditions encore pour toucher quelque chose, vous allez finir par avoir que des gens au RSA. S'ils sont éloignés du travail et que vous voulez réduire les indemnités chômage, ce qui est là techniquement ce qui va se passer, eh bien, dans ce cas, il faut être sûr derrière il faut être sûr, oui, le premier à profiter des subventions publiques, ce sont les politiques. C'est vrai que là aussi, l'Assemblée nationale, ils n'auront pas de problème avec le chômage. Leurs règles d'indemnité ne changeront pas. Mais excusez-moi, petite incise, mais pour rebondir sur les commentaires que vous faites. Mais donc, ce que veut faire le gouvernement n'est possible que si derrière, on met vraiment en place un véritable accompagnement et un véritable suivi très fort des chômeurs, et notamment des chômeurs qui sont loin de l'emploi. Donc voilà. Il y a un degré de faux diplôme et d'incompétence qui mine les entreprises. D'incompétence, ça me paraît clair. Faux diplôme, après, on peut aussi vérifier les diplômes que l'on reçoit. Moi, dans mon entreprise, on vérifiait les diplômes. Donc, ça ne me semble pas impossible. Et après, d'incompétence, on verra. Vous savez que, en parlant de faux diplômes, ça me fait penser à un truc. Un arnaqueur en Espagne, il y a longtemps, hein, c'était au début du XXe siècle. Un arnaqueur en Espagne s'est fabriqué un faux diplôme d'ingénieur spécialisé dans les trains. Alors, je crois que c'est un diplôme des ponts et chaussées, mais je ne suis pas certain. Et il a été embauché comme responsable de la circulation des trains en Espagne. Donc, il chapeautait toute la sécurité des trains en Espagne. Eh bien, il n'y a pas eu plus d'accidents que quand c'était un vrai diplômé qui a fait ça. Il y a eu zéro accident de plus. Il s'est pas fait choper. Il s'est fait choper après quand il a fait d'autres arnaques. On l'a chopé à ce moment-là. Mais sur cette arnaque-là, en fait, ça a continué à bien fonctionner. Il n'y a pas eu de problème du fait qu'il ait en fait jamais eu son diplôme et qu'il ait aucune idée de comment ça marchait un train. Il a réussi à chapeauter tout son petit monde et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Donc l'accompagnement doit intégrer la mobilité, donc le logement. Dans le sens, on n'a pas à leur trouver un logement. Je ne sais pas dans quel sens Eagle dit ça, mais on n'a pas à leur trouver un logement. Par contre, l'un des problèmes que l'on a, c'est la façon dont fonctionnent les HLM aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très dur de trouver un HLM et malheureusement,
Si vous laissez tomber votre HLM à Paris parce que vous avez trouvé un boulot à Lyon, vous n'êtes pas du tout sûr de retrouver un HLM à Lyon. Donc, en fait, vous avez trop à perdre. Mais ça, c'est dans dans le fonctionnement de l'hébergement d'urgence, entre guillemets, que ça ne va pas. Mais l'une des solutions, ça serait tout simplement que l'hébergement d'urgence soit un vrai hébergement d'urgence. C'est-à-dire que vous dites, le HLM, tu y as le droit à cause de tes revenus, mais tu n'y as pas le droit plus de 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et quoi qu'il arrive, au bout de 2 ans, bye bye. Et comme ça, la personne est bien obligée de trouver autre chose en 2 ans. Et d'un côté, vous avez l'hébergement d'urgence qui existe de ce côté-là, et d'un autre côté, vous mettez aussi la responsabilité sur les gens de pouvoir trouver un autre logement. Donc voilà, ça serait. Mais sinon, l'accompagnement à la mobilité, on ne peut pas leur trouver des logements. Il y a aussi une limite à ce que l'État doit faire, quoi. On aime bien être câliné par l'État en France, mais quand même. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas suivi. Mes premières mesures, c'est donc de la nécessité d'avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé contre 6 mois sur les 24 derniers actuellement. Donc, besoin d'avoir travaillé plus sur moins de durée. Ça veut dire très clairement que excusez-moi, on m'a troublé avec Rachida Dati là. Ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire. Si, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir toucher une indemnisation chômage. Donc ça, c'est le premier gros changement qui va y avoir. Ensuite, il va y avoir une réduction de la durée d'indemnisation. Un autre aspect controversé de sa réforme est la réduction de la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Actuellement, une durée maximale d'indemnisation est de 18 mois pour les chômeurs de moins de 57 ans. Avec la nouvelle réforme, cette période sera réduite à 15 mois si le taux de chômage reste en dessous de 9% et pourra encore baisser si le taux de chômage passe sous les 6,5% au lieu de 7,5%. Alors, il faut savoir que 6,5%, on n'y est pas. Hein. Ça va être très, très dur d'y aller. Donc, on verra. Ça va être très, très dur d'y aller. Ça fait des siècles qu'on n'est pas arrivé à ça en France. Mais voilà. Donc, on va réduire la durée d'indemnisation. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est pas, oui, je suis hyper nuancé par rapport au gouvernement là-dessus. Hein. Ce n'est pas nécessairement une nouvelle chose. Vous avez sûrement connu, en tout cas moi j'ai connu, des gens qui vous disent, écoutez, je suis au chômage, je vais commencer par refaire mon garage ou je vais commencer par partir 2 mois en vacances. Moi, j'ai connu ça parmi des très proches amis et dans ma belle famille. Donc, vous voyez, j'ai connu ça. Le côté, je suis au chômage, mais je commence par refaire mon garage, ou je suis au chômage et je commence par prendre 2 mois de vacances et on verra après. C'est bien, mais c'est pas. Je veux dire, pourquoi c'est à la collectivité de te payer pendant que tu refais ton garage? Pourquoi c'est à la collectivité de payer tes vacances? Je vois pas vraiment de raison. Donc, il y a un vrai détournement du chômage là-dessus. Et ce que l'on observe, c'est que dans les 3 mois avant d'avoir perdu ses droits au chômage, donc dans les 3 mois juste avant d'avoir perdu ses droits au chômage, il y a une énorme intensification du nombre de personnes qui retrouvent un emploi. Donc, en fait, on peut se dire, les smicards ne se paient pas des vacances. Ils restent devant leur Xbox, Céline. Je ne sais pas si je ne suis pas convaincu que le smicard qui perd son emploi, immédiatement, le lendemain, se met à chercher un emploi. Je ne suis pas convaincu qu'il ne prenne pas 2 mois de vacances chez lui à attendre tranquillement. Il part peut-être pas au bout du monde, ça on est d'accord, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit plus courageux que le cadre. Je ne veux pas rentrer dans le misérabilisme, je pense que les deux sont aussi poussés à rien foutre l'un que l'autre. Voilà. Mais qu'on a tous les mêmes travers. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les mêmes travers. Donc, on constate dans les 3 derniers mois, juste avant la fin de l'indemnisation chômage, qu'il y a beaucoup plus de gens qui retrouvent un emploi.
Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus motivés et que justement, on n'a plus ces gens qui se disent ça va, j'ai encore du temps devant moi, quoi. J'ai encore 8 mois, j'ai encore 1 an devant moi. Je vais commencer par refaire mon garage, quoi. Donc, on n'a plus ce genre de choses. Et du coup, mais c'est statistique, hein. On voit que dans les 3 derniers mois, les gens cherchent plus. C'est pour ça qu'avoir des durées de chômage courtes est une bonne chose. Je lisais tout à l'heure dans un de vos commentaires que en Belgique, on était d'abord très bien indemnisé et puis après ça baissait, etc. Je crois que c'est la solution. Je crois que la solution, c'est effectivement euh, très très bien indemniser les gens au tout début, pendant une période, je ne sais pas s'il faut 4 mois, je ne sais pas s'il faut 6 mois, je ne sais pas s'il faut 1 an. Et je vais reprendre ce que dit Val tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut très très bien indemniser les gens au début. Et il faut qu'après, ça baisse très rapidement. C'est-à-dire pour que les gens, quand ils sont bien au chômage, enfin, pas quand ils sont bien, quand ils sont au chômage, quand au démarrage du chômage, il n'ait pas justement une perte de niveau de vie et qu'ils aient une tranquillité d'esprit pendant une petite période pendant laquelle ils peuvent chercher un emploi. Mais qu'après, en fait, il y ait vraiment cette incitation de ça va vite devenir galère, donc j'ai intérêt à trouver quand même rapidement, avant que ce soit chiant. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, une dégressivité très forte. Alors après, est-ce que c'est après 2 mois, est-ce que c'est 6 mois, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Ouais, ben on va la garder aussi, celle de Papy. Tu me donneras tout à l'heure, celle de Papy Tigo. Décidément, vous faites plein de bonnes remarques, donc c'est passionnant. Je vais revenir sur ce que disait la mère célibataire, excuse-moi, Val. Excusez-moi, excuse-moi, Val. Le nom m'était sorti de l'esprit. Donc, Val nous dit, je suis outré par ce que vous dites. J'ai élevé seul mon fils, 6 périodes de chômage, facture impayée, resto du cœur. Aidez-moi à remettre les finances en place. Bon, je n'ai pas dit que tous les chômeurs étaient des profiteurs. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on connaît tous des gens, et moi honnêtement, voilà, parmi mes amis et parmi ma famille proche, donc je le connais, des gens qui ont abusé du système en disant, voilà, je suis au chômage, je vais commencer tranquillou, je vais rien foutre pendant X mois, et une fois que, enfin rien foutre, je vais réparer mon garage, ou je vais aller faire, ou alors je vais partir en vacances, et après, je vais me mettre à chercher. C'est ce comportement que je vilipende. Après, je ne dis pas que tous les chômeurs sont comme ça, mais je dis que ça existe. Et je pense, pour le cas de Val, c'est ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut une très très bonne indemnité, mais sur un temps court. Si Val avait eu une indemnité chômage ou avait une indemnité, était au chômage, voilà, mère célibataire pour le coup, est au chômage et a une bonne indemnité, voire une très bonne indemnité, peut-être même 100% de ce qu'elle gagnait pendant 6 mois et qu'après ça s'effondre, bah pendant 6 mois, elle est libre dans sa tête. C'est comme quand elle travaillait dans son entreprise et derrière, et au lieu de travailler dans son entreprise, bah, elle cherche un emploi. Et bah, elle sait aussi qu'il y a le couperet au bout de 6 mois et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et comme ça, elle est vraiment motivée. Mais je ne dis pas que Val ne l'était pas. Hein, c'est pas du tout mon discours. Hein. Je voudrais surtout pas perdre un auditeur. Non, mais c'est pas ça. C'est pas mon discours de dire ça. Hein, mais c'est, on vous garantit un esprit apaisé pendant 6 mois. Par contre, on vous dit aussi, vous avez 6 mois. Vous n'avez pas le temps que vous voulez. Et ça va être dur si vous ne trouvez pas. Donc voilà. Ah, ben voilà, on est réconciliés, tout va bien. Mais non, mais sérieusement, voilà, je pense que voilà, ce que je veux éviter, ce sont les abus. Et donc, mais je veux pas fouetter du chômeur, quoi. C'est pas mon idée.
Et l'autre question qu'on a gardée, c'était voilà. J'ai été viré fin février de Papy-Tigrou. J'ai été viré fin février et j'avais déjà fait des recherches en amont et j'ai un rendez-vous pour début juin. Oui, je reste à rien faire dans l'attente car je ne veux pas faire n'importe quel job. Et là, il y a deux choses dans ce qu'il dit, Papy-Tigrou. La première, bon, mais tu as un entretien en juin, c'est bien, mais s'il donne rien, il précise qu'il est smicard. Bon, mais si ça donne rien, Papy-Tigrou, ton entretien en juin, tu continues. C'est-à-dire que tu te relances, pendant 6 mois, tu n'auras rien fait et si ton entretien donne rien, tu vas devoir aller bosser, tu vas devoir aller rechercher un emploi après 6 mois de glande. Je dis de glande parce que c'est ce qui se lisait dans ton document, hein, dans ton message. Donc, ça ne me semble pas hyper raisonnable. Voilà. La première remarque, c'est ça ne semble pas hyper raisonnable, sauf si l'entretien, tu sais déjà que tu vas avoir le job. Mais dans ce cas, effectivement, si tu as déjà le job, que tu dormes sur ton canapé, ça pose aucun problème. Tu vas avoir un job. Mais il arrive qu'en juin et pas tout de suite, bon, bah voilà, ça pose de problème à personne. Mais par contre, si tu l'as pas, ou si tu n'es pas sûr de l'avoir, avoir glandé 5 ou 6 mois, c'est quand même pas hyper sérieux. Et en plus, tu risques de t'en mordre les doigts. Mais bon, voilà. Mais la deuxième chose, la deuxième remarque dans son message était intéressante, c'est « je ne veux pas faire n'importe quoi ». Et ça, c'est un des gros risques liés à une réduction des indemnités chômage dans le temps. Vous pouvez avoir des ingénieurs qui se retrouvent obligés d'accepter un boulot de plongeur. Je vais prendre l'extrême, je vais prendre les extrêmes. Mais un ingénieur qui se trouve obligé d'aller faire la plonge dans un restaurant parce que ses indemnités se sont suspendues trop tôt. Et il n'a pas eu le temps de retrouver un emploi à hauteur de ses qualifications. Donc, dans cette théorie, eh bien, vous auriez une baisse de la qualification des chômeurs. Évidemment, si c'est un cas, on n'en a rien à faire. Mais si c'est des milliers de cas, vous avez une baisse de la qualification des chômeurs et donc un appauvrissement du pays. Et donc, il y a ce risque. Mais, ce risque est très théorique parce que on a déjà testé l'inverse et ça n'a pas été convaincant. C'est-à-dire que en 2000, vous savez, c'était la période Jospin, Chirac, et à ce moment-là, alors là, je peux vous dire, les assiettes tournées, quoi. C'était vraiment la fête à neuneux. On pouvait faire ce qu'on voulait du moment qu'on était élu. Et en plus, il n'y avait pas de conséquences financières, donc c'était youpi trala. Et dans ces années 2000, on a augmenté la durée d'indemnisation du chômage. Donc on allait à l'inverse. Ce qui fait que les gens ont eu plus de temps pour chercher un emploi. Or, le niveau de qualification n'a pas augmenté du tout. Donc on se dit, si en augmentant la durée d'indemnisation, on n'arrive pas à augmenter le niveau de qualification, est-ce qu'en baissant la durée d'indemnisation à baisser le niveau de qualification? Ce n'est pas du tout certain. Et du coup, on se dit, il n'est pas du tout certain qu'en baissant la durée d'indemnisation, l'ingénieur se retrouve à faire la plonge dans les restaurants. C'est peut-être juste un truc très, très théorique qu'on ne retrouvera jamais dans la réalité. Donc voilà, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de chômeurs professionnels, Patrick témoigne. J'ai travaillé 22 ans dans les offices HLM et malheureusement, il y a beaucoup de chômeurs professionnels. Moi, je le pense, hein, je le crois. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. On ne dit pas que tous les chômeurs sont des chômeurs professionnels, mais il y en a. Quoi qu'on en dise, il y en a et ils coûtent très très cher au système. Donc, on va baisser la durée d'indemnisation et a priori, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose et ça ne devrait pas nuire aux chômeurs non professionnels. Mathieu Grégoire, professeur à l'Université de Paris-Nanterre et spécialiste de l'assurance chômage, souligne que cette réforme touche un large spectre de travailleurs. Ce qui est très original et singulier avec cette réforme, c'est que l'ensemble des salariés qui perdent leur emploi stable sont concernés avec cette baisse à 15 mois.
On a longtemps seulement visé ceux qui étaient dans l'intermittence et les jeunes, dit-il. Cette généralisation des restrictions pourrait fragiliser davantage les travailleurs en transition, leur laissant moins de temps pour trouver un emploi équivalent à celui qu'ils ont perdu. C'est ce que je vous parlais, la perte de compétences. Mais c'est assez théorique et on n'a pas eu d'exemple réel de ça. Donc, on n'est pas sûr. Vous voyez, je prends un exemple. On peut prendre l'exemple américain ou l'exemple anglais. Dans l'exemple américain et l'exemple anglais, vous ne touchez pas un chômage, vous touchez une petite somme, mais qui est ridicule. Mais c'est vraiment peanuts. Je ne peux pas vous donner la somme parce que je ne l'ai pas en tête et je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup moins qu'un chômeur smicard en France, quels que soient vos revenus. C'est-à-dire que vous êtes cadre supérieur chez Google, vous perdez votre emploi, votre chômage, ça va peut-être être 100 ou 200 $ par semaine. Donc, ça va être extrêmement faible. Et en Angleterre, c'est la même chose. Or, on n'a pas remarqué que l'Angleterre ou les États-Unis, tout d'un coup, aient eu une perte de compétences. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas vu que dans la Silicon Valley ou à New York, les gens perdaient en compétences et se retrouvaient plongeurs après avoir été programmeurs chez Microsoft. Vous voyez. Donc, en fait, a priori, c'est assez faux. Les gens retrouvent un emploi équivalent à ce qu'ils ont perdu. Parfois, il peut arriver que quelqu'un accepte un job de plongeur pour accrocher les wagons entre deux jobs, mais c'est très, très minoritaire. Et c'est entre deux jobs. C'est pas la réalité après. Les seniors, encore plus vulnérables. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il y a le problème. Alors, vous me direz, c'est peut-être parce que c'est de plus en plus de mon âge, mais et que je m'en approche doucement. Mais à mon avis, c'est là qu'est le véritable problème. Les seniors constituent un autre groupe fortement impacté par les réformes. En cotisant moins, tu économises plus. Oui, non, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire que le coût du chômage, vous le payez tous les jours sur votre feuille de paye. Vous voyez, vous dites, il y avait ça en début de vidéo, quelqu'un qui disait que la vraie difficulté, c'était ce qu'on a gagné. Eh ben, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que la différence entre le super brut que paye votre patron et l'argent que vous touchez, le net, ben, il y a une partie qui part dans le chômage. Donc, on a aussi besoin d'économiser sur le chômage parce que ben, ça coûte quand même très cher. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans la pauvreté et surtout comment s'en sortir. J'ai pas. Alors aujourd'hui, ça va très bien. Je vis très agréablement. Mes débuts dans la vie, j'étais vendeur. Hein. J'étais vendeur d'assurance chez Groupama. J'étais pas milliardaire. Hein. Donc, si vous voulez, mes débuts, ils étaient. Alors, j'étais pas dans la pauvreté. J'ai pas connu la pauvreté. Mais voilà, c'était des débuts un peu chauds où vraiment il fallait bosser, quoi. Il fallait en vendre des contrats d'assurance. Hein. Et donc ça a été mes débuts. Après, j'ai fait un peu de chômage, mais pas très long. J'ai fait 4 ou 6 mois, je crois. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas... honnêtement, entre le moment où j'ai démarré et aujourd'hui, il y a, ou même le moment où j'ai créé mon entreprise, où j'ai vécu de mon entreprise, ça n'a rien à voir. Je dirais pas que je m'en suis sorti parce que j'étais pas dedans. Vous voyez, j'avais un job, mais j'avais un job basique. Hein, j'étais vendeur. Hein, j'étais pas ingénieur en nucléaire, hein, donc ni trader. Hein, donc voilà. Les seniors constituent un autre groupe fortement impacté par la réforme. Le gouvernement a décidé de relever l'âge à partir duquel... Il y a un autre truc sur le fait de s'en sortir. Je ne voudrais pas laisser croire que c'est facile de s'en sortir. Mais je ne veux pas... être pauvre et le rester, c'est pas facile non plus. Mais je ne voudrais pas non plus laisser croire que... J'aime pas en fait le discours qui consiste à dire vous êtes pauvre, vous resterez pauvre toute votre vie et comportez-vous comme des victimes. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans l'idée ton avenir t'appartient. Ton avenir t'appartient et il est en grande partie ce que tu fais.
C'est-à-dire, n'attends pas de l'État qui te sorte de la misère, n'attends pas des autres qu'ils te sortent de la misère ou même de tes problèmes. C'est à toi, de régler tes problèmes, quels qu'ils soient. Et donc, je suis beaucoup plus, c'est vrai, sur un discours de responsabilisation. Et beaucoup moins sur un discours il faut vous cajoler. Alors, je sais que ça peut paraître dur. Ça peut paraître dur, mais à mon avis, c'est le discours aussi qui permet aux gens de s'en sortir. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que gagne. Je n'aime pas du tout. J'essaie de trouver les mots pour pas être dur, mais j'aime pas du tout le discours cajoleur parce que en vous donnant l'impression de s'attendrir sur vous, il vous tue. Il vous donne l'impression de la compassion, mais en fait, il vous tue. Et j'aime pas du tout ce discours-là. Je pense qu'au contraire, il faut et je pense qu'au contraire, il faut. Non, mais je suis pas d'accord là avec ça non plus. Mais je vais y revenir. J'essaie de me concentrer. Je suis contre le discours cajoleur parce que il vous donne l'impression d'être compassionnel et de s'intéresser à vous, et en fait, il vous tue. Il vous empêche de grandir. Et c'est ça que je déteste. Je préfère un discours beaucoup plus violent, c'est vrai, beaucoup plus dur, c'est vrai, mais qui vous responsabilise et qui fait que vous arrivez à vous en sortir. Parce que le but, au fond, c'est que vous en sortiez, pas que vous restiez dans la pauvreté ou dans la misère ou dans votre difficulté, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Si le but, votre but, c'est rester dans votre difficulté et votre problème, très bien, mais vous y resterez toute votre vie. Et je vais vous dire quelque chose, tout le monde s'en fout. Tout le monde. Surtout ceux qui vous disent que vous êtes un pauvre petit, gna 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 gna. En fait, ils s'en foutent. Le seul qui s'intéresse vraiment à votre problème, c'est vous. Et donc, vous devez essayer de vous sortir de votre problème. Et ensuite, quand on me dit c'était il y a 30 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Moi, j'ai vendu ma boîte il y a 10 ans maintenant. J'ai vendu ma boîte et le mec m'a pas payé. Donc le mec, au début, hein, et après il a fallu en procès, enfin pas en procès, mais avec des avocats, etc., pour finir par se faire payer. Le mec m'a pas payé. Et pendant 4 ans, on a été, puisque à l'époque j'étais encore marié, on a été en difficulté, en grande difficulté. J'ai dû trouver un boulot à Calais alors que j'habitais à Clermont-Ferrand. Donc je me tapais tous les 15 jours l'aller-retour, parce que du coup j'allais habiter Calais pendant 15 jours et je rentrais tous les 15 jours voir ma famille. Et j'ai pris le boulot à Calais parce que au bout de 6 mois, fallait quand même nourrir les gens, quoi. Fallait nourrir la famille. Donc c'était galère. Et j'ai trouvé ce boulot-là. Et en même temps, j'ai bossé avec l'association dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle 60 000 rebonds. Je leur fais un petit peu de pub, parce qu'après tout, c'est grâce à eux que je m'en suis sorti. Mais j'ai bossé avec 60 000 rebonds sur qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Comment tu vas t'en sortir, vers quoi tu vas aller rebondir. Donc, j'ai connu ce moment un peu galère. Et puis, bon, finalement, j'ai fini par être payé aussi par le mec qui me devait le prix de mon entreprise. Mais voilà, ça a été chaud, ça a été des batailles d'avocats. Nous, on galérait financièrement. Il fallait que j'aille bosser à Calais. Il fallait que j'aille voir cette association pour essayer de voir comment, qui était à Paris en plus. Enfin, il y en a un peu partout, mais moi, c'était à Paris. Donc, je ne vous raconte pas un peu la vie compliquée que j'ai eue pendant 4-5 ans. Mais voilà, et je m'en suis sorti. Mais je m'en suis sorti aussi parce que, parce que j'ai eu envie de m'y mettre et envie de me prendre en main. Et si je ne m'étais pas pris en main, je ne m'en serais pas sorti. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus le discours un peu gentillet de les pauvres petits. Parce que je pense que c'est pas ça qui vous aide. Voilà, enfin, qui vous êtes peut-être pas concerné, vous qui m'écoutez, mais je pense pas que ce soit ça qui aide. Je pense que ce qui aide, c'est pousser les gens. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. La durée d'indemnisation maximale pour les chômeurs de 57 ans passera de 27 mois à 22 mois et demi. Là aussi, quand vous avez plus de 57 ans, le cas pour moi est complètement différent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est très difficile de trouver un emploi.
Des changements arrivent alors que les seniors rencontrent déjà des difficultés spécifiques sur le marché du travail. C'est très, très difficile de trouver un emploi quand on est senior. Pour tenter de compenser ces restrictions, le Premier ministre a annoncé la création d'un bonus emploi senior. Cette mesure permettra à un senior au chômage qui reprend un emploi moins bien rémunéré de cumuler son nouveau salaire avec une allocation chômage, rétablissant ainsi sa rémunération initiale pendant un an. Alors, d'une part, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre que le senior accepte un job où il sera moins bien payé que ce qu'il avait l'habitude d'être payé et l'État va compenser. Par exemple, j'avais l'habitude d'être payé 2 500 €, on me propose un job à 2 000 €, je l'accepte et l'État va compenser avec 500 € le truc. En soi, on peut dire que c'est bien et je dois dire que le problème du chômage des seniors est tellement compliqué que c'est très, très difficile à régler. Donc, c'est pas mal. Le risque, c'est d'avoir des entreprises qui profitent du truc et qui, du coup, sous-payent les seniors et comptent sur l'État pour compenser. Et que du coup aussi les seniors prennent des emplois qui auraient sinon été donnés à des jeunes, enfin des jeunes, à des gens de 40 ou 45 ans. Donc en fait, on risque de décaler le problème du chômage des seniors avec ça, et en plus d'avoir un coût supplémentaire pour la collectivité. Donc c'est une bonne intention, c'est louable, mais il va falloir être très très vigilant là-dessus parce que c'est pas du tout gagné. On a dépassé 1 heure, donc je vais pas aller tellement plus loin. Juste pour vous dire, d'une part, cette modification, ça se complique. Cette modification, elle complique énormément l'assurance chômage et le fait de pouvoir toucher un assurance chômage. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais l'un des grands problèmes, c'est que ça arrive à un moment où justement le chômage est en train de repartir à la hausse. Et donc, c'est peut-être un problème de faire ça au moment où le chômage repart à la hausse. Ce qu'il y a, c'est que quand le chômage baisse en France, on ne fait rien. On n'ose rien faire parce que de toute manière, vous avez plein de voix qui disent non, mais ça ne sert à rien de faire quelque chose. Regardez, de toute manière, le chômage baisse, donc les caisses sont équilibrées, tout va bien. Oui, mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut changer tout pour que quand le chômage remontera, on puisse ne pas avoir les caisses non à l'équilibre. Mais bon, voilà, c'est un peu le problème. Mais aujourd'hui, donc on va voir. Le timing n'est pas vraiment au top. Je vous ai demandé dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, dans la partie communauté, si vous pensiez que la réduction de la durée d'indemnisation allait favoriser la création d'emplois, et vous êtes non à 90% à le penser. Alors ça ne favorise pas la création d'emplois, bien sûr, mais ce que l'on constate, c'est que les gens ont tendance à plus chercher et donc, ou à chercher plus vite, à ne pas passer ce temps pendant lequel ils ne cherchent pas. Et du coup, ça a un impact sur le chômage. Et je ne sais pas si la modératrice vous a mis une question dans le chat. Il y a eu une question, mais je n'ai pas vu. Alors, je vais y aller de ce pas. On va voir la question du chat. De ce pas, croyez-vous que cette... oh, c'est pas vrai, mais ça me fait toujours le même coup, c'est horrible. Ah, voilà. Croyez-vous que cette réforme aggravera la précarité des travailleurs intermittents? Oui, à 90%. 90% d'entre vous pensent que ça va aggraver la précarité des travailleurs intermittents. Ça dépend de quels intermittents on parle, mais alors ça doit être que c'est fini. Si on m'entend pas, ça doit être que c'est fini. Ah, on m'entend 2 fois? Ouais, mais alors là, j'y peux. Bon, alors là, ça devient compliqué. Voilà. Là, comme ça, on m'entend qu'une seule fois. Bon. En tout cas, écoutez, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme du chômage? Est-ce que vous y êtes défavorable? Est-ce que ce que je vous ai dit vous a semblé clair, notamment sur la réduction de la durée d'indemnisation? Moi, je vous dis, je pense qu'il y a des choses positives, des choses négatives dans cette réforme et surtout, il faudra attendre de voir si réellement on obtient quelque chose de positif suite à ces réformes.
positif autre que le fait d'économiser de l'argent, puisque j'ai l'impression que le but de l'État, avant tout, c'est d'économiser de l'argent. Et je peux vous dire qu'après les chômeurs, c'est les retraités qui vont passer au tourniquet. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.